vous propose également donc qu'on fasse, comme d'habitude, un petit tour des participants pour se présenter, dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi le sujet vous intéresse, et à cette occasion-là, pour notre petit nuage de mots habituel, mais pour changer un petit peu, de nous partager une ou deux émotions que vous inspire justement le climat et le changement climatique. Voilà. Alors, je vais faire passer la parole. Écoute, je pense que Jérémia, ça va tomber sur toi pour commencer, en tant qu'habitué. Bonjour tout le monde, Jérémia Petit au syndicat mixte Camargue Gardoise. Moi, je suis gestionnaire de plusieurs espaces naturels protégés en Camargue, des RNR, des sites du conservatoire, des espaces naturels sensibles. Et il se trouve que, suite à la présentation qui nous a déjà été faite par Lou et ses collègues de leur dialogue de vulnérabilité dans les Pyrénées, là, je me suis inscrit à une formation qui a lieu en ce moment, qui est dispensée par l'OFB, sur la méthode Nature Adapt. Donc on est en plein dans le sujet, donc voilà, je ne pouvais pas rater ce matin. Et puis j'ai pas vraiment d'émotion à communiquer, mais plutôt un peu de perplexité, de la curiosité, plus de perplexité d'ailleurs. Voilà, j'aimerais dire ça, perplexité. Ça marche hein, comme mot, émotion ou mot que vous inspire. Voilà, merci Jérémia. Angélique? Oui, bonjour. Du coup, donc, je suis animatrice au Parc naturel régional de la Narbonnaise sur 2 sites Natura 2000, Étang de la Palme et Cour inférieure de l'Aude. Donc, Étang de la Palme qui est particulièrement impacté, on pense, par le changement climatique avec des problématiques à l'étude. Donc, voilà, d'où ma présence aujourd'hui. Et sur les, on va dire, émotions, on va dire enthousiasme, parce que moi, tout ce qui est un peu du domaine qui est à creuser, je trouve ça enthousiasmant. Et en même temps, on a le côté, pas trop comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais voilà, un peu comment on va faire pour s'adapter à ce changement climatique. Voilà, est-ce que ça va passer auprès du public? Je ne trouve pas le mot. Si ça revient, je vous le dirai. Ça marche. Voilà. Merci Angélique. Aurélie? Oui, bonjour à tout le monde. Donc Aurélie Belvez, moi je travaille à la DASEA du Gers, je représente ma structure parce qu'on est intéressé par ça, mais on est une quinzaine de personnes, mais tout le monde ne pouvait pas malheureusement assister à cette rencontre. Moi je suis la coordinatrice technique du Life Coteau Gascon, donc on travaille sur tout ce qui est notion de continuité écologique des milieux agropastoraux, donc à la fois des milieux naturels, mais aussi le milieu qui sont le support d'une activité humaine de l'élevage et qui sont aussi une activité sociale et économique. Donc, cet été notamment, tout le monde a bien pris conscience de ces questions-là dans le monde agricole, même si tout le monde en avait déjà pas mal de notions, mais là, voilà, on le vit, tout le monde le vit pleinement. Donc voilà, de voir un peu ce qu'on fait en termes de sentiments, voilà, d'émotions, on va dire neutralité, puisque c'est un peu des montagnes russes avec des jours très positifs et très enthousiastes et d'autres jours où voilà, beaucoup de perplexité. Donc aujourd'hui, on est sur un jour d'équilibre, donc c'est très bien. Merci Aurélie. Camille? Oui, bonjour à tous. Camille Latero, je travaille au Conservatoire botanique des Pyrénées de Midi-Pyrénées. En fait, on mène des actions et des expérimentations dans les Pyrénées et aussi en Occitanie pour justement tenter d'atténuer ces vulnérabilités-là au changement climatique. On fait notamment des actions de revégétalisation. En particulier sur des domaines skiables qui peuvent être justement très à même à risque, notamment avec le changement climatique et les épisodes torrentiels, par exemple. On mène aussi des restaurations de prairies naturelles
Voilà, et du coup, je suis intéressée un peu pour me renseigner sur les études qui sont faites au niveau des vulnérabilités, notamment pour voir s'il y a des actions qu'on peut axer plus ou moins, voilà, des régions, des endroits, enfin, voilà. Merci Camille. Catherine? Catherine, on ne t'entend pas. Sinon, Guillaume? Ces personnes sont-elles vraiment là? Hélène Fabrega, tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Bonjour Je Hélène. vais essayer de mettre la caméra, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Bon, je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Si, parfait, ça va être plus sympa. Bonjour à tous, oui, il y en a certains que je connais, d'autres moins. Donc moi, je suis l'animatrice du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant du Lez, de la Mosson et des étangs palavasiens. Donc dans le cadre de ce SAGE, on commence à peine la réflexion sur l'intégration dans notre stratégie de gestion de l'eau, l'intégration de l'adaptation de notre territoire au changement climatique. Donc, on est un peu en retard, effectivement. Et moi, mon rôle, c'est plutôt d'avoir une vision un peu globale à l'échelle de notre bassin versant et d'avoir une réflexion aussi de l'amont à l'aval et de l'aval à l'amont, puisqu'on dit toujours que ça va être les zones littorales qui vont être les plus vulnérables au changement climatique, mais et ça rejoint un peu les sentiments là que tu souhaitais entendre. Mais d'un côté, on se sent un peu démuni face à ces questions-là, parce que parfois on manque de connaissances un peu scientifiques et de prospectives sur nos territoires. Mais est-ce qu'il faut qu'on fasse des prospectives à l'échelle de notre territoire ou beaucoup plus large? On ne sait pas encore. Et en même temps, on sent une urgence et l'urgence à mettre en place de la solidarité sur nos bassins vis-à-vis de cette vulnérabilité. Donc, voilà, c'est comme me disait tout à l'heure, je ne sais pas qui, mais cette ambivalence un peu, ces montagnes russes, cette perplexité, tout ça, c'est des choses, je pense, que je partage aussi avec mes camarades. Ça marche, merci Hélène. Lisa? Lisa Monnier? Ah si, on te voit, mais on ne t'entend pas encore. Ah, et pourtant, tu as ton micro allumé. Il y a peut-être un petit souci de... J'avance, je te laisse éventuellement régler le souci si je suis désolée. Nathalie? Oui, bonjour, je mets ma caméra. Salut Nathalie. Bonjour, oui, ça ne fonctionne pas en fait la caméra. C'est pas grave. Ah si, c'est bon. Oui, désolée, bonjour à tous. Écoutez, c'est très bien, j'enchaîne après Hélène, mais pas pour rien. Alors Nathalie Barré, pardon, je suis chargée de mission Occitanie du pôle relais Lagune méditerranéenne et je travaille au Seine Occitanie. Donc en fait, ce thème m'intéresse beaucoup. Effectivement, ça peut susciter à peu près toutes les émotions que vous avez déjà présentées. Moi, je dirais par rapport aussi au travail qu'on avait engagé avec le cible là depuis un peu plus d'1 an, il y a l'aspect solidarité en fait. Je trouve qu'il ressort beaucoup d'envie, même s'il y a beaucoup de perplexité dans tout ça, d'envie de travailler, que les gens ont envie de travailler ensemble et de former des solutions. Alors, ce qu'on a fait avec le cible, nous, à l'échelle du bassin des étangs palavasiens, bassin Lez-Mosson étangs palavasiens, c'est d'accompagner donc cette structure pour mener 3 ateliers qui visaient en particulier à travailler sur les mesures solidaires. En tout cas, la question, c'était quelles mesures solidaires pour le bon fonctionnement de notre bassin versant face au changement climatique. Et ça fait quand même quelques années que le pôle Relais Lagune propose des journées d'échange sur le thème des zones humides et du changement climatique à destination en fait de nos élus, de nos gestionnaires, bien entendu, enfin, toutes les personnes qui sont vraiment actrices déjà de la gestion de ces milieux-là et aussi pour certaines de la gestion du trait de côte. Donc avec Hélène, c'est vrai qu'on s'était engagé dans ce gros travail qui aujourd'hui a donné lieu à une commission climatique au sein de Saclay.
Donc, c'est une première pierre peut-être d'un édifice. Hein. C'est Hélène qui maintenant vous en parlera davantage. On est très content d'avoir mené ce travail-là en lien avec Béatrice Lemoyle, qui est une personne, chercheur social de l'environnement, qui facilite en fait la transition des territoires. Et cette personne est en train de rédiger le récit méthodologique des 3 ateliers que nous avons fait, nous avons mis en œuvre avec le cible en fait. Ça avait vocation en fait à faire une sorte d'entonnoir et d'obtenir des fiches projets pour ce qui est des mesures solidaires organisées dans le cadre de ces 3 ateliers. Voilà, excusez-moi, je fais un peu long, mais... Non, merci beaucoup Nathalie, c'est intéressant. On pourra avoir accès à ces documents ensuite quand ça sera finalisé. Le but, c'est pas du tout de les couver, c'est parce que le récit méthodologique est en train de s'achever. Je vais pas tarder, je pense, à l'avoir, à être en relecture. Puis nous, on va mettre des liens dedans pour des bilans. Mais par contre, concernant les bilans des journées, bon, je pense que voilà, si Hélène n'a aucune opposition à ça, on peut vous transmettre un maximum de choses. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, l'objectif, c'est aussi la réplicabilité de ce type de démarche. Et aussi, l'intérêt pour nous, c'était de ne pas s'arrêter justement en plus à ces 3 ateliers. Donc, effectivement, on a enclenché sur la commission changement climatique. Et ensuite, enfin voilà, là, on est en train de préparer aussi la suite avec des actions concrètes sur notre territoire. Je vous propose que peut-être, voilà, on s'arrête là-dessus, mais que peut-être on pourrait réfléchir à un café pour présenter tous ces travaux éventuellement et pour les présenter aux gestionnaires du réseau aussi, si ça peut, pourquoi pas. Ça peut être tout à fait le cas, et puis c'est vrai qu'il faudrait qu'on vous les transmette peut-être aussi pour votre plateforme. Donc oui, c'est bien des choses auxquelles on a pensé, mais pourquoi pas, oui, un café. Et du coup, je passe la parole à Eve, peut-être pour boucler sur le secteur. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Eve, oui. Ouais, alors j'ai pas la caméra, puis j'ai eu du mal à me connecter ce matin. Enfin, je sais pas, il y a des jours comme ça. Donc, Eve Le Pommelet, moi je suis à charge de mission Natura 2000 sur le site étang de Mauguio, à l'est du département de l'Hérault. Et j'anime aussi le plan de gestion stratégique des zones humides à l'échelle du bassin de l'Orne. A priori, c'est moi qui ai proposé le sujet à Julie aujourd'hui. Parce que j'avais entendu parler de ces diagnostics de vulnérabilité dans le cadre du Life Nature Adapt. Et ça m'intéressait d'en savoir plus parce que, voilà, dans le cadre du plan de gestion stratégique et aussi la mise en œuvre de Natura 2000, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des plans de gestion sur toutes les grandes entités de zones humides. Et pour moi, c'était l'opportunité d'intégrer dans ces plans de gestion des diagnostics de vulnérabilité et d'initier la réflexion entre, on va dire, usagers et aussi élus sur cette adaptation, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, dans leur bouche, j'entends maintien des usages, mais j'entends pas beaucoup d'adaptation encore. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais intéressée par ces démarches et que j'avais proposé ce sujet à Julie. Voilà. Tu vois, regarde, tu n'es pas la seule à être intéressée parce qu'on est quand même 16 finalement ce matin, et ce qui est pas mal du tout. Alors, je vais passer la parole à Noémie Pagano. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui. Super. Bonjour à tous. Moi, c'est Noémie Pagano. Je suis technicienne environnement, garde du littoral au sein de l'agglomération du Pays de l'Or. Et je travaille en lien donc, avec Eve Le Pommelet, notamment, sur les secteurs donc, de Mauguio, l'étang de l'Or. Et oui, donc nous, on est en pleine réflexion sur les continuités écologiques et les différentes adaptabilités du milieu, les différents milieux. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Super, merci Noémie. Guillaume, je vois que tu t'es reconnecté. Est-ce que ça fonctionne mieux? Je l'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. Merci. Donc, enchanté. Guillaume Laloge-Neige. Moi, je travaille à l'EPTB du bassin de la Dordogne, Épidore. Je suis animateur du SAGE Dordogne-Amont, donc des sources de la Dordogne jusqu'à la confluence Dordogne-Vézère du côté de Sarlat. Et du coup, là, dernièrement, on a travaillé avec un petit collectif d'élus au niveau des sources de la Dordogne, le massif du Sancy. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, au sein du massif central. Voilà, c'est un peu le point culminant du massif central, ça monte à 1800 mètres, c'est là d'où partent les sources, d'où part la Dordogne.
Il y a une station de ski, c'est connu pour du thermalisme aussi. Il y a les thermes de la Bourboule, du Mont d'Or, voilà, il y a les grosses stations thermales. Donc c'est un secteur, c'est 2 petites communes de 3000 habitants, mais qui sont en pleine saison plutôt à 30 000, avec un urbanisme galopant au cours du XXe siècle, des stations de ski, voilà, donc très urbanisé en plein milieu du Massif central. Et là, du coup, les risques naturels ont pris beaucoup d'ampleur depuis 5-6 ans à peu près, avec des pans de montagne qui se décrochent, avec des rivières qui débordent, avec en charriant des quantités énormes de sédiments en pleine ville. Donc ils ont dû gérer des plages de galets en plein centre-ville du Mont d'Or, par exemple, par 2 fois l'an dernier. Voilà, enfin des dégâts assez importants qui se chiffrent en termes de «réparation» entre guillemets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et du coup, les élus nous ont demandé d'essayer de maîtriser un peu ces torrents, de montagne, qui commencent à les faire un peu flipper. On leur a dit: «Bah, nous ça, on ne peut pas gérer, ce qu'on va gérer, c'est pas les torrents, c'est plutôt les activités, les aménagements». Et voilà, on a mis, 2 ans en gros à essayer de leur faire comprendre un petit peu ça. Et là, c'est parti, ils ont accepté ça et on a déposé, là, au mois d'octobre de cette année, une candidature à un projet LIFE, c'est les fonds européens, pour adaptation au changement climatique, de manière à réouvrir les torrents dans la station de ski et à redonner la place à ces torrents qui étaient busés depuis 50 ans à peu près. Dans les villes, redonner un peu de place aussi à la rivière et ça peut aller jusqu'à de la préemption de certains bâtiments qui sont inondés depuis 50 ans aussi. Et en aval, on a un petit barrage de 20 mètres de haut. Et là, l'idée, c'est aussi enfin, qui fonctionne au fil de l'eau, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éclusée. Et c'est de transformer ce barrage tout en continuant une production d'énergie décarbonée et renouvelable, entre guillemets à peu près propre. Garder cet usage-là, mais avec un ouvrage, entre guillemets, moderne, un petit seuil à clapper de 2 mètres de haut maximum, franchissable pour les sédiments et les poissons. Enfin, voilà, tout ça, c'est un projet à 11 millions. C'est quand même pas rien. Mais qui pourrait être financé entre l'Europe et l'Agence de l'eau à près de 90%. Voilà ce qu'on vient de déposer comme candidature, 60% Europe et 30% Agence de l'eau a priori. Un super projet. Voilà, on est Je souhaite que ça très fonctionne. content déjà d'avoir réussi à boucler cette candidature. Maintenant, Ah oui, on attend les j'imagine. réponses courant 2023. OK, merci Guillaume. Je crois que Cataline, tu t'es pas présentée encore? Oui, coucou, vous m'entendez? Oui. Donc, Cathy-Aline Fortuné-Sens, je suis responsable au parc de la Narbonnaise du pôle biodiversité, agriculture et valorisation des produits du territoire. Sur ces aspects liés au changement climatique, le parc travaille là-dessus depuis longtemps, mais en particulier, on a piloté un programme qui s'appelle La Mer Monte de 2018 à 2022. Qui cherchait à comprendre un petit peu comment la mer va monter sur notre bout du littoral audois et qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous et nos lagunes en termes d'élévation de niveau de l'eau et le calendrier. Essayer aussi de comprendre ce qui se passait ce qui pouvait se passer au niveau de l'évolution des milieux littoraux et d'éventuelles influences de cette montée de la mer sur les nappes, parce que les viticulteurs nous faisaient remonter des gros problèmes de salinisation des sols. Bon, cette grosse étude-là, elle vient de se terminer et elle démontre qu'en fait, c'est pas la mer monte certes, mais c'est pas ça qui influence les nappes, c'est plutôt les pratiques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La question est maintenant, est-ce qu'on continue d'utiliser beaucoup d'eau douce pour dessaler comme on l'a toujours fait, ou est-ce qu'on se considère que l'eau douce commence vraiment à manquer et que du coup, on pourrait peut-être essayer d'arrêter de faire les chadocs. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'est cette fausse idée-là qui a permis une vraie prise de conscience de l'élévation du niveau de la mer sur notre territoire, parce que jusqu'à présent, c'était un peu le tabou, le sujet qu'on ne pouvait pas évoquer. Donc, ça aura au moins servi à ça et à comprendre aussi qu'il y a peut-être une gestion de l'eau douce à avoir autrement. On travaille aussi en étroite relation avec le SMAR, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, qui est le PTB audois, qui s'occupe de tout ce qui est GEMAPI, et de ses bras armés qui sont les syndicats de bassin. Sur notre territoire, ils ont lancé une grosse étude de diagnostic de vulnérabilité qui ne concerne pas les espaces naturels, qui concerne les stations, enfin les zones urbanisées, les enjeux économiques, etc.,
avec comme objectif de voir où étaient les zones à risque de submersion. Et donc, forcément, comme ils sont dans une démarche un peu prospective, ils sont aussi obligés de tenir compte de l'élévation du niveau de la mer, même si ce n'est pas leur entrée principale. Et en fait, en travaillant avec eux, j'ai réussi à les convaincre qu'il fallait qu'ils étudient non seulement où étaient les ouvrages et les infrastructures de protection de territoire, mais surtout qu'on commence à mettre la main sur comprendre quel rôle les milieux naturels littoraux jouent dans la protection de notre territoire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout documenté en Méditerranée, alors que ça l'est beaucoup sur la côte atlantique. Et donc, il ne faudrait surtout pas qu'en créant de nouvelles digues ou épis, ou peu importe, parce qu'on est sur un territoire littoral très peu artificialisé, il ne faudrait pas qu'en créant des ouvrages pour se protéger, on perturbe des milieux naturels qui, en fait, jouent un rôle de protection qu'on n'a jamais ni caractérisé ni quantifié. Le parc est aussi partenaire des programmes Roselière 1 et 2. Donc, j'imagine qu'il va en être question là au Bagnas, donc je n'en parle pas plus. Et donc voilà, donc c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps, notamment par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour nos gros naturels. Est-ce que ils vont être perturbés? Est-ce que les lidos vont reculer, se crever? Enfin voilà, un milliard de questions qu'on se pose. Et une question aussi importante qui est quid des modifications liées au changement climatique sur la pluviométrie et la ressource en eau, parce que pour l'instant, en termes d'adaptation, ce qu'on entend dans la bouche de nos élus ou des acteurs locaux, notamment sur la partie agricole, c'est on s'adapte, donc on irrigue plus. Je ne suis pas sûre que ça soit très pérenne. Voilà. J'ai essayé de faire court, je me tais. Beaucoup à dire. Merci Cataline. Alors du coup, rapidement, il y a Vincent Dumenier du département du coup de l'Aude qui est également là, mais qui n'a ni caméra ni micro, ça ne fonctionne pas. Donc bonjour Vincent. Et ensuite, Noémie et Lou, je vais vous laisser vous présenter en début de chacune de vos présentations. Donc là, Noémie, je vais te passer du coup la parole et l'écran pour présenter la démarche d'adaptation que vous avez eue du coup sur le Bagnas avec la méthode Nature Adapt. Je te laisse partager ton écran et te présenter en même temps. Du coup, merci. Oui, bonjour à tous. Alors, je partage. C'est tout bon. Manque le plein écran. Ça arrive normalement. C'est parfait. Ok. Donc oui, je me présente rapidement. Noémie Nojara, je suis chargée de mission à l'ADENA, où j'ai travaillé notamment sur la participation du site du Bagnas à la phase de test de la méthode Nature Adapt, donc dont je vais vous parler un peu plus. Et maintenant, je travaille sur d'autres sujets. Un sujet sur les plantes exotiques envahissantes sur le bassin de Thau et un sujet sur l'hydrogéologie du Bagnas et autour, donc notamment les nappes souterraines. Voilà. Je ne vais pas forcément avoir le temps de détailler beaucoup de choses sur la démarche, donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises à poser ensuite. Je vais faire balayer rapidement un peu l'ensemble. Je ne sais pas non plus qui a une idée très précise de quoi, donc voilà, je reviens sur la totalité. Déjà, pour vous présenter rapidement le site du Bagnas, pour ceux qui ne s'y situeraient pas, c'est une zone humide littorale de 743 hectares située entre le bassin de Thau et la vallée de l'Hérault, donc sur le littoral héroltais. Et c'est un site qui est protégé par plusieurs statuts. Donc, c'est une réserve naturelle nationale depuis 1983, mais on est aussi sur des terrains du Conservatoire du littoral et site Natura 2000. Ce site est géré par l'ADENA, qui est une association de préservation et de sensibilisation à la nature, experte en zone humide littorale méditerranéenne, donc qui gère le Bagnas, mais qui mène aussi des actions plus larges, comme ce projet sur les plantes exotiques envahissantes à l'échelle de tout le bassin versant de l'étang de Thau.
Une petite fenêtre sur le site du Banias pour vous faire une idée des milieux qu'on a. Donc, il y a plus de 400 espèces végétales, 262 espèces d'oiseaux, de nombreux habitats naturels, avec principalement en littoral un milieu dunaire et une plage, des milieux de s'enfouir et de lagunes temporaires, et plus au nord, une lagune permanente et les milieux associés, notamment de roselières. Le projet NatureAdapt, c'est un projet coordonné par Réserve naturelle de France qui dure 5 ans, donc jusqu'à l'année prochaine, 2023, et qui a pour objectif global d'intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des aires protégées en France et en Europe, avec trois axes principaux: l'élaboration d'outils et de méthodes opérationnelles auxquelles on va s'intéresser, le développement et l'animation d'une communauté autour de ce sujet, et l'activation de leviers pour la mise en œuvre concrète de l'adaptation. Ce projet a 4 phases principales. D'abord, il y a eu la co-conception des prototypes et des outils et des méthodes à employer, qui ont été expérimentés par 6 sites pilotes, qui étaient donc 6 réserves naturelles en 2020, et qu'on a ensuite testé sur 15 espaces naturels protégés, donc pas uniquement des réserves cette fois, dont le site du Banias, en 2021. Et une fois cette phase de test terminée et les outils et méthodes revus et testés, améliorés, l'objectif de 2022-2023, c'est de déployer ces résultats à l'échelle nationale et à l'échelle européenne pour que tous les gestionnaires d'espaces naturels puissent s'en emparer et la mettre en place. Rapidement, une vue sur les différents sites qui ont participé à ce projet. Donc on a les 6 sites pilotes qui ont produit les outils et méthodes, et les 15 sites tests en vert qui ont participé à la phase de test. Donc en Occitanie, on avait, en plus du site du Banias, le parc naturel des Cévennes, les cavités du Madasil, mais donc qui sont des milieux plus cavernicoles, et les réserves plutôt pyrénéennes, donc plutôt des sites montagnards, et donc le site du Banias qui est le seul site littoral méditerranéen dans cette phase de test. Cette phase avait pour objectif de tester les outils et méthodes qui avaient donc été imaginés par les sites pilotes avant, de faire des retours pour contribuer à leur amélioration et de participer à la vie de la communauté NatureAdapt via notamment la plateforme NatureAdapt, dont je vous reparlerai après, mais qui joue un rôle important de centralisation des acteurs, des informations et des ressources du projet et plus. Et dernier objectif, évidemment, mettre en œuvre la démarche sur nos sites. La démarche d'adaptation, ça a coupé pour vous aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Noémie, on ne t'entend plus. Oui. Oui, ça a coupé pour moi aussi. Ça a coupé. C'est dommage, ça fonctionnait très très bien jusqu'à maintenant. Noémie, tu nous entends? Oui. Excusez-moi. Non, du coup, l'autre Noémie, pardon. Oui, bon, excusez-moi. Je vais essayer de l'appeler. Lou, est-ce que je peux te demander de te présenter pour meubler? Ça gagnera du temps sur peut-être sur après. J'essaye de l'appeler. Non, mais c'est bien, ça permet de garder en haleine le public. C'est une bonne stratégie. Lou Dumaine, moi je travaille sur 5 réserves naturelles régionales d'Occitanie, donc dans les Pyrénées, et je coordonne donc ce projet d'adaptation sur ces 5 réserves. Et ça aurait été bien complémentaire avec l'approche méditerranéenne, avec l'approche montagnarde. Normalement, elle va revenir.
Et de la même façon, on adaptera par rapport aux questions aussi, parce que voilà, on vous donne une approche très globale, et puis après, on pourra rediscuter des précisions. Je me rends compte que je n'ai pas son numéro de téléphone à Noémie. Est-ce que tu l'as, toi, Lou? J'ai l'impression d'être connectée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu es figé à l'écran, mais on t'entend. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu peux... Je ne sais pas si tu arrives à... Parce que ton écran a l'air figé. Et la présentation, je ne sais pas si tu peux la faire défiler. J'avais arrêté le partage d'écran, donc je vais le relancer complètement. Ah ouais, parce qu'il y est toujours. Enfin, moi, je l'ai toujours. Ah, c'est bon. Là, c'est reparti. Ça défile? Super. Est-ce que ça défile chez moi? Donc, on t'entend. C'est déjà super. Et si tu veux si tu as des soucis de connexion, je peux éventuellement partager. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même pas perdu la connexion Internet ou quoi. Donc, je ne sais même pas quand est-ce que ça a coupé, en fait. Est-ce que vous voyez les diapos changer? Non, on voit. Ah, attends, ça y est. Oui, donc là, on est sur la phase de test. Ok, ça c'était bon. Ça a coupé à celle d'après? Ça avait coupé à la démarche d'adaptation, si je me souviens bien. Ok. Bon, voilà, là, ça a l'air de fonctionner. Ça, sans la caméra, et puis. Parfait, je te laisse reprendre alors. Merci Noémie. Et merci à Lou d'avoir meublé entre les deux. Oui, merci. Donc, je disais que la démarche d'adaptation, qui consiste à anticiper les effets du changement climatique et s'y préparer maintenant, dans la démarche Nature Adapt, on essaye de voir ça à la fois comme le processus et comme le résultat. Donc, c'est le résultat, certes, à quelle solution on va parvenir, mais aussi le processus, tout ce qu'on aura travaillé, réfléchi, mis en place au fur et à mesure sur cette thématique, c'est toujours quelque chose de gagné et une avancée dans ce processus qui, de toute façon, n'a pas vraiment de fin. C'est un processus sur la durée d'adaptation continue. Et dans une aire protégée, ça se décline à la fois sur l'évolution possible du site qu'il faut imaginer à partir des informations qu'on a, mais aussi l'évolution possible des missions du gestionnaire qui peuvent changer avec, et l'adaptation des pratiques de gestion plus concrètement. La démarche Nature Adapt, c'est une méthode pour donc, prendre en compte le changement climatique et ses impacts dans les pratiques de gestion à l'échelle d'une aire protégée. Ça a pour but d'être utilisable par tout type de gestionnaire, tout type d'aire protégée, à n'importe quelle étape du document de gestion. Donc ça, c'est vrai qu'on a eu des cas assez variés dans la phase de test, notamment avec des sites qui étaient en plein renouvellement de plan de gestion et d'autres pas du tout. Donc ça joue sur la manière de mettre en place la démarche, mais c'est vraiment faisable pour tous. Et quelque chose d'important à avoir en tête en début de démarche, c'est que ce n'est pas une étude scientifique, mais une démarche prospective et itérative avec beaucoup d'incertitudes. Donc, on travaille avec ça, et c'est assez différent d'une étude scientifique plus habituelle. C'est une démarche qui donne un cadre de réflexion et des questionnements, des pistes, mais pas forcément des solutions, puisque évidemment, c'est propre à chaque site, à chaque stratégie de décision d'adaptation. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de fin, c'est un processus itératif et sur la durée. Pour rentrer plus concrètement dans la méthode Nature Adapt propose pour réaliser cette démarche des questionnements sur 4 thématiques principales. Le climat, évidemment, et ensuite 3 thématiques qui composent l'espace naturel, le patrimoine naturel, les activités humaines et les pratiques de gestion plus concrètement de l'aire protégée. Donc, qui prennent des ampleurs différentes en fonction du type d'aire protégée sur lequel on se situe. Forcément, nous, sur le Banias, une réserve naturelle nationale interdite d'accès au public, avec très peu d'activités sur le site même. On n'aura pas les mêmes réflexions sur les activités humaines qu'un parc naturel régional, par exemple. Et 2 livrables principaux à cette démarche dans le cadre Nature Adapt, un diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité au changement climatique, donc qui pose l'état des lieux,
et un plan d'adaptation au changement climatique du site. Pour décortiquer un peu cette méthode et le processus, donc la première partie qui s'interroge sur le climat permet d'obtenir une analyse climatique, une synthèse climatique du site. On s'intéresse donc à différents paramètres du climat à la fois passé, présent et futur. Donc pour savoir sur quelle tendance on se situe, comment a évolué le climat jusqu'ici, puisqu'on connaît aussi les évolutions de l'espace naturel face à ce climat, et climat futur évidemment pour pouvoir anticiper, savoir à quoi on va avoir affaire, avec toujours beaucoup d'incertitudes bien sûr. Cette analyse climatique permet ensuite d'alimenter le diagnostic de vulnérabilité qui s'interroge, donc, comme je le disais, sur 3 composantes principales, patrimoine naturel, pratique de gestion et activité socio-économique ou activité humaine. Ces 3 thématiques, on les interroge de différentes manières au choix du gestionnaire. Ça peut être de la bibliographie, des connaissances du gestionnaire, des entretiens avec les acteurs concernés, voilà, plusieurs moyens possibles. Et chacune de ces 3 thématiques contient plusieurs composantes qu'on choisit au démarrage, au cadrage de la démarche. Parce qu'évidemment, on ne peut pas évaluer la vulnérabilité de l'ensemble du site et de tout ce qui s'y trouve. Donc ça, c'est des choix méthodologiques à faire au départ sur ce qu'on va étudier et évaluer. Et donc, quand on croise ces éléments sur les différentes composantes avec les informations qu'on a récoltées dans la synthèse climatique, on obtient un diagnostic de vulnérabilité du site qui permet par la suite de synthétiser ces informations dans un récit prospectif. Donc, c'est un élément que propose la méthode NatureAdapt qui permet d'avoir une vision prospective du site assez globale. Et de travailler ensuite sur cette base à la partie adaptation. Donc le plan d'adaptation découle de ce diagnostic et en ayant identifié les leviers d'action qu'on a sur le site et autour avec les différents acteurs, les partenaires, etc., on peut identifier une stratégie d'adaptation et la décliner en propositions d'action qui mène évidemment à la mise en œuvre de la démarche, si tout va bien. En termes de résultats sur le Banias, donc très rapidement, la synthèse climatique, nous, très précisément sur notre site, ça a conduit à un futur climatique au Banias plus chaud, ça on s'en doutait. Par contre, en termes de pluviométrie, c'est plutôt variable et incertain. On a assez peu de données, ça dépend des régions. Des sécheresses accrues, on s'en doutait aussi, et en termes de paramètres littoraux qu'on est concerné, une érosion et des submersions importantes à venir. En particulier les submersions, je reviens dessus plus en détail parce que ça a conditionné un peu la suite de notre démarche. C'est là où les détails, les caractéristiques de chaque site modèlent sa démarche et son processus d'adaptation. Chez nous, le risque de submersion marine est important et va augmenter. Et si les submersions marines temporaires vont être de plus en plus fréquentes, c'est un risque qui existe déjà. On a aussi eu, via notamment une étude du BRGM menée dans le cadre du projet Roselière 1, excusez-moi, une information selon laquelle la roselière du Banias, donc située au nord du site, pourrait être submergée de manière permanente à l'horizon 2030-2050. Donc ça remet en cause pas mal d'éléments de réflexion, parce que si on est submergé de manière permanente, on est reconnecté à la mer ou à la lagune de Thau, ça veut dire que beaucoup d'habitats sont submergés, etc. Donc ça change complètement la vision du site. Et c'est pour ça qu'on a choisi de réfléchir dans le reste de la démarche, de réfléchir selon 2 temporalités, même si on sait que ça ne va pas survenir d'un coup d'un seul.
avant la submersion permanente, donc avec toujours le risque de submersion temporaire et tous les autres risques climatiques, de sécheresse, etc., où on fait donc la démarche classique, une analyse détaillée de la vulnérabilité pour chacune des composantes et une stratégie d'adaptation, un plan d'adaptation relativement détaillé pour proposer des solutions à ces vulnérabilités. Et une temporalité après submersion permanente, où là, on est obligé de mener une réflexion plus globale sur le devenir du site et les positions à adopter, parce que c'est tout simplement pas envisageable pour l'instant. C'est beaucoup trop loin et flou comme vision prospective du site pour envisager des solutions d'adaptation précises, détaillées et évaluer la vulnérabilité des composantes naturelles et socio-économiques du site dans ce cadre-là. En termes de vulnérabilité, donc dans l'optique avant submersion permanente, pour le patrimoine naturel, on a fait la même chose pour les autres composantes, on obtient ces résultats-là. Donc on voit une vulnérabilité plus ou moins forte, et pareil pour l'opportunité en bas, avec beaucoup de composantes du patrimoine naturel qui sont plutôt très vulnérables, mais aussi des éléments pour lesquels on n'a pas forcément pu déterminer leur vulnérabilité ou non au changement climatique, ou alors certains qui n'y sont pas forcément sensibles. Excusez-moi. Et puis certains éléments qui présentent une opportunité au changement climatique. Donc c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier, qu'on n'a pas forcément en tête quand on commence la démarche. On pense surtout à ce qui va subir le changement climatique. Et c'est pas forcément, voilà, il n'y a pas que le sanglier, on a aussi des milieux emblématiques du site qui peuvent profiter éventuellement des changements à venir. Le récit prospectif dont je parlais, il permet de mettre en perspective les résultats de l'analyse, donc des différentes thématiques, des différentes composantes du site, pour conclure ce diagnostic et décrire un état futur du site possible et probable au vu des informations qu'on a, évidemment avec toujours beaucoup d'incertitudes. Et la méthode propose qu'il soit plus ou moins sous forme de récit. Alors au Banias, il est plutôt moins sous forme de récit que plus, mais d'autres sites l'ont vraiment pris en main sous une forme plus narrée, plus romancée, voire sous une forme graphique, ce qui a beaucoup marché sur certains sites de la phase test. Ça permet notamment quand c'est fait avec différents acteurs et partenaires, de partager l'information et d'avoir une vision du site partagée qui est quand même différente de celle d'un rapport plus classique. C'est un élément de communication qui a été assez important, que nous, on n'a pas mis en place à ce moment-là, mais j'en parle quand même. Et donc, comme je le disais, notre récit aussi est en 2 étapes, avant submersion permanente, où ça conclut l'analyse, ça reprend les résultats que je vous ai présentés, et après, où on en parle quand même, on imagine, mais dans une prospective plus exploratoire, donc c'est voilà, du possible et moins du probable. Une fois que ce diagnostic de vulnérabilité est fait, on peut se questionner sur l'adaptation. Et donc, avant de réfléchir aux solutions, il faut déjà réfléchir à la stratégie d'adaptation. Quelle ligne de conduite on veut pour le site. Et donc ça, c'est une réflexion assez importante qui va guider le reste des mesures qui seront proposées et qu'il est bon de définir en concertation avec les partenaires, les acteurs concernés. Et donc, en tout cas pour le Banias, mais pour, je pense, beaucoup des sites, elle consiste à accompagner le changement, adapter les pratiques. Alors, c'est assez vague ici, je n'ai pas remis notre stratégie détaillée parce que c'est une phrase de 3 lignes qui est encore amenée à être révisée sur certains mots. Voilà. Mais c'est l'idée globale, accompagner le changement, adapter les pratiques, maintenir quand on peut maintenir sans forcément forcer, lutter contre. Voilà. Je pense que ça reflète globalement le ton des stratégies de pas mal de sites qui ont mis en place la démarche pour le moment. Et donc cette stratégie, une fois définie, permet de guider les mesures d'adaptation qu'on va proposer.
dont le but est de réduire la vulnérabilité du site, soit en limitant l'exposition au changement climatique et ses impacts, soit en améliorant l'adaptabilité face à ces impacts des différents éléments du site. Donc ces mesures peuvent elles peuvent être choisies à l'échelle du site, mais aussi à l'échelle à une échelle plus fine de milieu, d'éléments du site. Tout est vraiment possible. Et nous, d'ailleurs, on a défini ces mesures selon 5 ou 6 thématiques, certaines qui sont sur la fonctionnalité des grands milieux identifiés dans notre plan de gestion, mais certaines qui sont plus globales sur les pratiques de gestion ou même l'ancrage territorial, la communication, la sensibilisation. Ces mesures, c'est souvent des mesures déjà existantes, c'est quelque chose sur lequel la méthode insistait, et en effet, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de nos plans d'adaptation qu'on a produits, mais dont l'objectif est revu par l'angle changement climatique plutôt que vraiment des innovations. C'est quand même assez rare d'avoir une solution qui arrive comme ça, auquel on n'avait pas encore pensé, qui n'était pas encore en place, et qui permettent de vraiment solutionner un impact du changement climatique. Et donc au Banias, c'est ce que je disais, on a repris les grands enjeux du plan de gestion parce que notre plan de gestion était récent. Et donc les enjeux, même si l'angle changement climatique n'avait pas forcément été réfléchi consciemment à chaque étape du plan de gestion, finalement, même si les objectifs étaient autres, ce qu'on retrouve à l'issue de notre diagnostic colle globalement avec les grands enjeux qui avaient été identifiés. Donc on les a repris quasiment tels quels. Simplement, ensuite, les différentes mesures ont été revues avec un objectif changement climatique qui n'était pas forcément présente initialement dans le plan de gestion. Pour faire un petit retour d'expérience globale, ce que j'ai trouvé, moi, super intéressant dans la démarche NatureAdapt, c'était le travail en réseau. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti aux différentes rencontres qu'on a eues entre nous, pas uniquement mon retour d'expérience. Donc nous, on a pu travailler en réseau dans le cadre de la phase de test de la méthode, mais un des objectifs du projet, c'était de faire naître cette communauté et ce réseau autour de l'adaptation au changement climatique. Et ça passe notamment par la plateforme NatureAdapt, donc, qui est le site internet du projet, qui a été prévu avec différents groupes thématiques pour discuter, échanger, poser des questions. Voilà, plein de choses, plein de ressources là-dessus qui permettent ce travail en réseau, même quand on met en place la démarche après la fin du projet. Un autre élément important dont j'ai déjà parlé, c'était l'incertitude qui est présente à chaque étape et avec laquelle il faut apprendre à travailler. Mais ça, quand on a déjà mis un pied dans le changement climatique, je pense qu'on s'en rend compte assez rapidement. Le fait que c'est un travail sur la durée, voilà, pareil, même si on a fini, nous, la mise en place de la démarche telle quelle, c'est pas fini. Il faut maintenant arriver à mettre en œuvre ce qu'on a produit, réfléchi. Et puis, à l'avenir, constamment réinterroger ces plans d'adaptation, ces diagnostics, mettre à jour certains éléments, préciser des thématiques qu'on n'a pas pu aborder trop dans le détail. Le processus compte, c'est ce que je disais au début aussi, c'est vrai que c'est quelque chose dont on prend conscience plus au fur et à mesure. Je n'avais pas forcément en tête en commençant la démarche, mais c'est vrai que même si, pour une raison ou une autre, on ne peut pas aller au bout, ou même si le résultat n'est pas aussi détaillé qu'on aurait aimé, en fait, chaque étape de réflexion, c'est ça de gagner sur ce sujet. Et c'est une progression mentale aussi de réflexion, de prise de conscience chez le gestionnaire, dans l'équipe, plus globale, qui fait avancer le travail plus que la production même du livrable, en fait. Et puis, un retour d'expérience de la phase de test, plus en particulier, c'est l'adaptabilité de la méthode. Chaque site, il y a une méthode commune qui permet de guider, mais chaque site peut vraiment la mettre en œuvre comme il le souhaite, avec les moyens qu'il a, le temps qu'il a, avec ses particularités locales. Voilà, c'est l'intérêt, je pense, et la force de cette méthode, et c'est ce qui était
voulu avec son objectif de déploiement à l'échelle européenne, quoi, qui implique quand même des sites potentiellement très variés. Voilà pour moi. J'espère que c'était assez clair, malgré la coupure. Merci beaucoup, Noémie. Oui, mais j'ai trouvé ça très clair. Est-ce que vous avez des questions pour Noémie, du coup, sur cette démarche et sur ce site? Ou c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions? Pardon, oui, Nathalie. Pardon. Alors, 2 petites secondes. Alors, par contre, du coup, Noémie, peut-être que tu peux départager ton écran, comme ça on se verra un peu mieux. Et je verrai les mains qui se lèvent, du coup. Je ne sais pas, c'est Nathalie, voilà, qui me semblait bien avoir reconnu ta voix. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation de ce travail. C'est vrai que je pense qu'on a tous conscience que c'est pas simple. Déjà, donc j'entends en fait que le travail a été surtout fait à l'échelle du site, même des fois à plus micro-échelle. Alors bon, peut-être que tu pourras nous donner un peu plus de détails par rapport à ça, c'est intéressant. Disons que j'imagine que pour le travail de gestionnaire, c'est assez confortable, hein. Pardon, je fais exprès de dire ça parce que ma question portait plutôt sur le dézoomage et comment vous entreprenez le travail avec justement les acteurs locaux, mais à une échelle un peu supra, justement, où là c'est plus complexe. C'est un peu comme ça qu'on s'est mis à travailler avec Hélène sur une échelle bassin versant, parce qu'on s'est dit que sinon c'était pas tellement... on imaginait que ça n'allait pas forcément aussi bien marcher de travailler sur le changement climatique en restant à une échelle, par exemple, que des lagunes. Donc vous, comment vous envisagez ça, cette construction du travail à une échelle peut-être plus de bassin versant? Je pense qu'il y a 2 éléments. D'une part, évidemment, c'est toujours mieux sur ces sujets-là d'intégrer, de réfléchir à plus grande échelle avec tous les acteurs concernés, etc. Mais d'un autre côté, c'est tellement quelque chose de global qui impacte tout le monde, tous les secteurs, tous les acteurs, que je pense que pour avancer, à un moment, il faut aussi commencer quelque part. Et tout comme certaines études sur des zones peut-être urbanisées ont été lancées, et l'objectif là du LIFE, c'était d'envisager les impacts du changement climatique dans les pratiques de gestion dans les espaces naturels. Donc évidemment, l'idéal, c'est de tout connecter, de tout réfléchir ensemble. Et je pense que là, c'était le cadre de la démarche, c'était ça. Ce qui n'empêche pas, au cours de cette démarche ou après, de diffuser, de parler avec les autres. D'ailleurs, il me semble que c'est mentionné dans la méthode au début, de se renseigner sur ce qui se fait d'autre sur son territoire, mettre en lien, faire du lien avec tout ce qui se fait. Mais c'est pas la même chose partout, quoi. Si les voisins ont déjà fait des choses dans d'autres thématiques ou s'il n'y a absolument rien sur le territoire de fait sur le sujet, on ne se place pas de la même manière. Ça, je pense que c'est une chose. Et après, c'est vrai que nous, on était dans une position, on peut dire, confortable de réserve naturelle, même si on était dans la démarche au titre de site du Conservatoire du littoral, parce que on a une limite fermée, un territoire relativement restreint, et on n'est pas du tout dans la même position qu'un parc naturel, où, par exemple, le parc naturel du Ballon des Vosges participait au titre de la démarche avec un tiers de son territoire, je crois. Enfin, une zone délimitée du territoire, tellement le PNR est grand, et c'était impossible de réfléchir à l'échelle de la totalité du parc. Donc, je pense que c'est des choses qui se réfléchissent en fonction du site, de qui mène la démarche, quel type de gestionnaire pour quel type de territoire. Et que oui, dans tous les cas, c'est bon de faire du lien, mais ce n'est pas toujours forcément envisageable de le faire dès le début et pour la totalité de la réflexion, quoi. Merci Noémie. Ève? Ouais, en fait, j'aurais quelques questions, mais je crois que je ne vais pas les poser. En fait, j'ai des questions méthodologiques, donc peut-être que j'aurai les réponses dans la deuxième présentation, et notamment sur vraiment la méthodologie d'élaboration du diagnostic de vulnérabilité, qui est vraiment la base, la base importante pour après dresser le plan d'adaptation. Donc, je vais peut-être attendre la deuxième présentation.
Alors, si je peux me permettre, du coup, oui, peut-être la deuxième présentation, effectivement. Et puis après, bon, voilà, hein, c'est des présentations de 15 minutes, ça donne une base. On peut difficilement rentrer dans les détails des méthodos, etc. Mais c'est aussi l'objectif de ces cafés, Ève, tu le sais, hein, c'est de mettre en contact, justement, et que potentiellement, vous vous recontactiez ultérieurement pour en discuter plus précisément par téléphone ou par visio et pour avoir plus de détails, quoi. Ouais, ok. Voilà, parce que je pense qu'en 15 minutes, je ne sais pas si c'est possible d'expliquer toute la méthodo. Peut-être que si, hein, mais Non, on va l'évoquer, mais sans doute pas tout. D'accord. Est-ce que vous avez encore du coup quelques questions par rapport au Banias? Après, c'est vrai que les deux présentations sont liées, c'est un petit peu le même sujet, donc on peut aussi enchaîner sur la présentation de Lou et puis garder un moment de questions globales à la fin, à la fin du café. Mais s'il y a des questions sur le Banias précisément, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Non? Bon, ben, on va rentrer un peu plus du coup dans le détail de la méthodo avec Lou et avec les réserves des Pyrénées. Et puis ensuite, on garde un moment de questions en suivant. Et Lou, c'est à toi. Merci Noémie. Alors, hop. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Parfait. Parfait. Alors, oui, comme je disais, donc, je travaille pour 5 réserves d'Occitanie. Donc, je connais certains d'entre vous, ils ont déjà eu la présentation en partie. Pour aller plus dans le concret, on a donc, nous, on arrive dans la phase du Life Nature Adapt, dans la phase plus déploiement. Donc, en fait, je vais vous présenter un travail qui est en cours et donc m'attarder plutôt sur les 2 premières parties et moins sur la partie plan d'adaptation, même si on peut l'évoquer. Voilà. Alors pour le contexte, nous, on travaille donc à 5 réserves. Vous les avez en bas là de la carte. Ça donne un gradient est-ouest sur les Pyrénées. Donc c'est les régionales. Donc Nières, Saint-Barthélemy, Montius, Olon et Pibest, à Ouillette. Et donc, l'avantage de travailler ainsi, donc c'est avec les financements ici de la région, ça n'a pas été le LIFE, mais on a pu récupérer toute la méthode et tous les retours d'expérience. Et donc, l'avantage de travailler ainsi, c'est travailler en réseau. Donc, travailler en réseau pour les choix de méthode, pour aussi la mutualisation des moyens. Donc, moi, en termes d'organisation, je suis à 100% sur ce projet-là. Mais j'ai travaillé au début avec des stagiaires et en fait, les conservateurs et l'équipe gestionnaire étaient là ponctuellement, donc c'est plus léger pour eux dans ce contexte-là. Après, l'enjeu est bien d'adapter, enfin d'avoir un travail assez local pour chacune des réserves au mieux, surtout quand on parle du climat. Et donc, par contre, une difficulté et aussi un élément intéressant, c'est que c'est une multitude de gestionnaires à chaque fois. Donc, ça peut aller de collectivités à des SEN, associations naturalistes et des communes, évidemment, pour l'éco-gestion. Donc, rapidement, pour le contexte, avec voilà, une approche très montagne. Ici, c'est un peu le même schéma que vous a présenté Noémie. Ce qui est intéressant en plus, oui, ce qui est intéressant de mutualiser aussi, c'est que c'est sur du temps long. Je peux faire ce que Noémie a fait sur 1 an et demi. Donc, c'est plus, voilà, c'est plus confortable. Et puis, ce qui est intéressant peut-être pour vous ici, pour une idée de la démarche, c'est les temps consacrés à chacun. Donc, 15-20% du temps de la démarche à l'immersion et au cadrage. À peu près 50%, en fait, je l'ai un peu étendu à l'analyse prospective, donc qui comprend qu'est-ce qui se passe au niveau climatique et quel diagnostic on en sort pour la réserve. 30% d'adaptation à la gestion, donc là on est vraiment sur des actions de gestion. Et puis 10% bilan, capitalisation, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est voilà, pour se représenter un peu les temps nécessaires. La méthode du Life Nature Adapt le prévoyait en 50 jours pour un espace. Après, voilà, chacun se le remodèle après en termes de temps. Ah oui, donc nous, on est dans cette phase jaune là, d'analyse prospective avec le récit climatique et le diagnostic de vulnérabilité. Le récit climatique, rapidement, en fait, c'est surtout, et le guide de Nature Adapt nous accompagne bien, des choix pour récupérer des données sur qu'est-ce qui s'est passé dans le climat passé et présent et qu'est-ce qui va se passer dans le futur.
Donc pour ça, ça demande de faire des choix. Donc d'abord, un choix d'espace. Donc on travaille sur une réserve, mais aussi sur sa zone d'interdépendance. Donc là, vous avez l'exemple du Saint-Barthélemy. Donc vous avez la réserve vraiment en plein cœur. C'est le trait blanc là. Et plus largement, avec les communes, etc., c'est sa zone d'interdépendance. C'est important de préciser ça parce que voilà, on ne travaille pas à circuit fermé et les choses sont en interrelation, et notamment par rapport aux activités humaines. Donc voilà, c'est ce choix d'espace, on l'a fait pour chacune des réserves. Aussi du service climatique qu'on utilise. Il y a plein de services climatiques. Nous, comme la plupart des personnes qui ont fait le Life Nature Adapt, on a mobilisé avant tout DRIAS, donc c'est un service de Météo France, qui a la qualité donc, de partager ces données, même si c'est à une échelle. Alors pour ceux qui sont sur des territoires, on va dire, plutôt plats, c'est des grilles safran de 8 par 8 en termes d'échelle. Si on va en dessous, il y a des services climatiques qui partent en dessous, mais c'est beaucoup plus... il y a plus d'incertitudes climatiques. Donc nous, on est passé sur des sous-massifs parce qu'on est en montagne et ça nous permet d'avoir les altitudes, je vous montrerai après. Donc vous avez les sous-massifs ici colorés schématiquement. Et puis ensuite, on choisit donc des scénarios. En général, dans Life Nature Adapt, on prend 2050, 2100. 2050 parce que c'est une échelle de gestion et 2100 parce que ça exprime les grandes tendances et ça peut aussi aider pour les projections des acteurs du territoire, notamment quand on discute avec eux. Et puis ensuite, on télécharge donc des indicateurs. Alors, je ne vais pas vous les présenter, mais on a une dizaine d'indicateurs. Globalement, ça tourne autour de la précipitation, de la température et de l'enneigement, parce que voilà, en montagne, c'est assez essentiel. Voilà rapidement pour comment la méthode, on va dire, du récit climatique, qui est la partie 1 du travail. Ah oui, je voulais quand même vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, on a des exemples de données. Donc quand on travaille sur le climat, on parle de période de référence. En général, c'est une trentaine d'années. Donc ici, c'est de 1976 à 2005. On a des données. Alors nous, on les a téléchargées par mois. Vous pouvez, sans doute le plus pratique, c'est par saison. Et par rapport à cette période de référence, on regarde les écarts. Les écarts par rapport à des scénarios, ceux du GIEC, donc le 4.5 qui est intermédiaire et le 8.5 qui est assez réaliste, mais qui est le plus pessimiste. Donc en fait, ça équivaut à 2100 plus 5 degrés en écart à la période de référence, à 1800 mètres par exemple, et en juillet. Et pour le scénario intermédiaire, plus 2,4 degrés. Donc voilà un peu avec les données avec lesquelles on joue. Je voulais quand même vous montrer pour que vous puissiez vous projeter. Ce que ça peut donner ensuite quand on discute avec les acteurs du territoire, par exemple, si on dit qu'il y a plus 5 degrés à horizon 2100, et bien en montagne, par exemple, comme on a un décalage de 0,6 degrés à peu près par tous les 100 mètres, ça nous donne un décalage de 750 mètres. Ce qu'on retrouve donc au village de Montségur, on le retrouvera. Donc là, l'intérêt, c'est de donner de la toponymie pour que les gens se projettent. Donc, par exemple, chez nous, c'est une tourbière, la Grenouillère. Voilà, on retrouve cette température-là, 750 mètres plus haut. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces chiffres et comment est-ce qu'on peut le mettre en récit. Pareil pour les nombres de jours de neige, par exemple. Donc, si on prend l'indicateur du manteau neigeux, qui est assez constant, donc au moins 50 cm, le nombre de jours où il y a ce manteau neigeux sur une année, à 1500 mètres dans notre période de référence, c'est 48 jours. À horizon 2050, ce sera 4 jours. Et donc, ça équivaut à la hauteur des stations des Monts d'Homme, une station de ski. Donc voilà, ça peut permettre de mettre un récit et de mobiliser les acteurs à ces moments-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par ces données climatiques assez locales. Et c'est aussi comme ça qu'on peut échanger avec eux et ça passe bien cette partie climat. En tout cas, ils y sont intéressés. Donc là, c'est un tableau horrible, j'y reste pas longtemps dessus. C'est pour vous dire que quand on travaille à plusieurs sites, c'est intéressant aussi pour voir les écarts. Donc vous avez l'évolution passée à gauche là, du trait à l'échelle un peu Occitanie, France, Pyrénées. La spécificité des Pyrénées, c'est que, alors on gagne de la température comme partout, mais les précipitations chez nous auraient tendance à diminuer, alors que sur le reste de la France, c'est beaucoup plus incertain. Ça reste un indicateur incertain, mais il y aurait une diminution sur les sommets. On peut en reparler plus tard du pourquoi. Et puis, ce qu'on retrouve donc plus localement, en fait, on se rend compte que sur le gradient est-ouest de nos réserves, c'est Nières, donc dans les Pyrénées-Orientales, où les écarts et les anomalies à la référence seront les plus forts. Donc voilà ce que ça peut permettre de faire le récit climatique, surtout à plusieurs sites.
Je continue sur le diagnostic de vulnérabilité. Donc là, c'est un exemple, en fait, comme disait Noémie. On choisit donc des éléments à prendre en compte, donc patrimoine naturel, activité humaine et pratique de gestion. Ici, c'est un exemple patrimoine naturel. On a pris les cours d'eau. On a une approche un peu fonctionnelle, mais vous pouvez aussi avoir une approche milieu, habitat, espèce, en fonction des enjeux de vos sites. Donc là, l'exemple, et c'est là où je peux peut-être répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. En fait, pour travailler sur un diagnostic de vulnérabilité, on va se poser 3 questions, enfin 3 grandes questions, dedans à l'intérieur plusieurs petites, mais quelle est la sensibilité de mon objet par rapport au climat? Donc en fait, à quoi est-ce qu'il est sensible? Pour les cours d'eau, ça va être l'augmentation des températures les températures qui va impacter l'évaporation et la qualité physiochimique de l'eau. Les apports d'eau, donc la pluviométrie, qui va impacter les ressources en eau du cours d'eau et les événements extrêmes. Et puis, ça va être l'enneigement. Ensuite, on regarde l'exposition de cet objet. Donc, localement, on reprend les éléments du récit climatique, c'est là où on les remobilise. Globalement, voilà, il peut aller jusqu'à faire plus 600 en été, en 2100. Donc, on reprend les éléments du récit climatique. Et on regarde ensuite la capacité d'adaptation de l'objet. Donc en fait, on se rend compte que en fonction du type de sol, par exemple, les cours d'eau seront plus ou moins impactés. Tout ce qui est torrentialité va avoir un changement de rythme avec des pics beaucoup plus tôt, des débits beaucoup plus forts en hiver, parce que la neige ne sera pas là pour faire un stock et un effet tampon, une continuité dans les apports d'eau. Donc ce sera voilà, des cours d'eau qui seront beaucoup plus avec des variabilités plus fortes, avec une augmentation des crues et des assecs. Donc tout ce qui est déjà des cours d'eau saisonniels seront encore plus touchés que ceux qui sont voilà, plus stables sur l'année. Donc voilà un peu les 3 étapes, donc sensibilité, exposition, capacité d'adaptation. Dans la capacité d'adaptation, et c'est là où est l'enjeu, on met aussi des éléments qui ne sont pas qu'écologiques, en fait on met aussi tout ce qui peut être boucle de rétroaction. Toutes les activités humaines, comment est-ce qu'elles peuvent impacter et comment elles-mêmes vont évoluer. Donc ça dépend aussi du temps qu'on met à cette démarche-là, mais l'idée c'est aussi d'inclure ces boucles de rétroaction. Donc on a ici l'augmentation des conflits d'usage de l'eau avec une quantité d'eau qui sera moindre et une demande qui sera sans doute plus élevée. Voilà comment on va redistribuer l'eau. La question de la solidarité aussi avec les territoires plus en aval. Et voilà, le besoin aussi en énergie qui va potentiellement impacter l'eau et les cours d'eau. Donc voilà un peu l'exemple, et puis on peut ensuite zoomer. Nous, comme on a une approche fonctionnelle, c'est des approches très globales, et on peut zoomer selon des composantes qui sont des enjeux particuliers aux réserves. Donc ici, c'est les mégaphorbiers, les ripisylves, par exemple. Voilà, je voulais vous montrer pour que vous vous projetiez un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Ça se fait donc par, Noémie l'a très bien dit, par de la bibliographie, par des échanges avec les experts et les gestionnaires. On est toujours sur quelque chose de stratégique, de formalisé, quelque chose qui est parfois dans les têtes, mais pas forcément dans les documents de gestion. On l'a fait sur d'autres éléments, donc je ne vais pas m'y attarder dessus, mais on l'a sur les lacs, les pelouses, les forêts, les tourbières et autres. Ce que je voulais dire aussi dans la dernière partie, dans la partie plan de gestion et Nature Adapt. Alors, je me suis reposée sur là, j'ai fait des liens en fait entre comment on peut intégrer le Life Nature Adapt et son travail au plan de gestion. Alors peut-être que vous ne serez pas tous concernés par le plan de gestion CT88, bon, il y a les Natura 2000, mais les parcs aussi ont une autre façon d'avoir leur plan de gestion, mais l'esprit reste le même, on est sur un travail stratégique. Souvent, le récit climatique peut s'intégrer directement à la partie climat, description d'un diagnostic des sites protégés. La partie diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité, elle s'introduit donc souvent dans l'état des lieux des enjeux. En fait, pour ceux qui ont des réserves ou des sites Natura 2000, souvent, en fait, le patrimoine naturel qu'on peut prendre, c'est les éléments de responsabilité des réserves. Donc, elle s'intègre c'est l'équivalent des enjeux. Elle peut les modifier aussi, les enjeux, parce qu'elle permet de les voir sous un autre spectre. Et puis, tout ce qui est plan d'adaptation, donc là, il y a plusieurs types d'adaptation, on en parlait tout à l'heure, il faut faire attention aussi, et Nature Adapt, le guide l'explique bien, sur tout ce qui est de la maladaptation.
ou alors avoir des adaptations sans regret, c'est-à-dire faire des choses aussi pour l'environnement en soi, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre, et surtout quelque chose qui va pas non plus à l'encontre du changement climatique. On peut avoir des types d'adaptations qui sont plus énergivores, par exemple. Typiquement, en montagne, on peut avoir des besoins de, comme il va faire chaud pour le bétail, mettre plus d'abreuvoirs. Alors du coup, dans quelles conditions, etc., pour éviter la maladaptation. Et donc, cette partie adaptation-là, elle se retrouve donc dans tout ce qui est objectif à long terme, et puis ensuite dans des déclinaisons de l'arborescence en opérations concrètes. Donc, on est vraiment sur une approche stratégique de formalisation. Et souvent, on va identifier des manques, donc il va aussi y avoir des actions qui vont être avoir plus de connaissances. Donc, et aussi, sans oublier, on est dans l'adaptation, mais se poser quand même les questions d'atténuation aussi quand on réfléchit à ces mesures. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire, et puis conclure sur les lunettes du changement climatique. C'est un peu la marotte du life, dire qu'il faut mettre ses lunettes. Ça fait changer en fait de perception, de paradigme. Alors c'est un paradigme que vous voyez aussi, hein, c'est déjà en cours même avant le climat, mais c'est l'idée aussi qu'on est gestionnaire d'espaces protégés, de changer de posture et de plus être forcément dans la conservation d'un état, mais plutôt dans sa fonctionnalité, et donc la conservation d'une dynamique. C'est ça en fait que accélère le changement climatique, c'est cette vision de conserver une dynamique et non plus un état. Donc ça nécessite d'accepter parfois une perte de biodiversité, qu'elle aura lieu. Par contre, comment est-ce qu'on réoriente le cap pour que ce soit le mieux possible et préparer au mieux l'avenir? C'est aussi porter donc des projets au-delà de son aire protégée, comme on en parlait tout à l'heure. C'est important qu'à chaque étape, donc récit climatique, diagnostic et plan d'adaptation, il y a un échange avec les acteurs quand c'est possible, parce que ça se résoudra à plus grande échelle. Et puis, intégrer aussi les notions du changement climatique dans tout ce qui est éducation à l'environnement, ça fait partie aussi des démarches qu'il faut qu'on ait, de ne pas être seulement dans une posture gestionnaire. Après, vous, vu la diversité des profils, vous avez aussi sans doute cette perception. Et puis, c'est aussi une occasion de favoriser l'ancrage territorial, parce qu'il y a une demande aussi des acteurs d'information sur le climat. C'est sûr que ça peut être conflictuel, mais il y a quand même une demande, et donc ça peut entraîner voilà, cet ancrage territorial qui est important pour la réussite des réserves. Et alors, je parle des réserves parce que c'est mon travail, mais aussi de tout espace protégé. Voilà un peu ma présentation. Je suis allée un peu rapidement, mais on peut préciser sur les questions. Merci Lou, c'était très clair. Il y a déjà des questions. Il nous reste pas mal de temps pour les questions, donc c'est super. Hélène? Oui, merci pour la présentation qui était, enfin les deux présentations hein, qui étaient très claires, synthétiques. Voilà, ça m'a permis, effectivement, moi je ne connaissais pas forcément l'intérêt et les méthodes proposées par le LIFE, là, donc je trouve ça assez intéressant. Et finalement, la complémentarité des deux présentations me fait dire que finalement, la méthode est assez adaptable et effectivement peut être utilisée soit à l'échelle d'un site, d'un habitat, même on peut descendre à un habitat particulier, mais également que la mise en fait aussi côte à côte de l'ensemble des enjeux et des vulnérabilités qui existent sur notre territoire peut nous faire travailler du coup à l'échelle bassin versant amont-aval. Alors moi, je ne vais pas poser de questions par rapport à la méthode vraiment de diagnostic de vulnérabilité, mais par contre, par rapport à la concertation mise en place avec les acteurs du territoire. Donc, effectivement, je serais intéressée de savoir quel type de concertation vous avez menée. Est-ce que c'est dans le cadre d'ateliers? Quelle gouvernance en fait s'est mise en place? Est-ce que c'est au sein de chaque réserve, il y a un type de gouvernance et vous êtes appuyé sur ce qui existait déjà? Est-ce que vous avez créé de nouvelles instances un peu de concertation vraiment sur cette thématique de vulnérabilité face au changement climatique et d'adaptation? Voilà, c'est ce type surtout l'accroche avec les acteurs du territoire, comment vous les avez aussi intégrés dans cette dynamique, parce que vous l'avez dit toutes les deux, de toute façon, c'est aussi l'appropriation
des résultats des diagnostics, mais également d'avancer ensemble sur la prospective qui, moi, me paraît indispensable, en fait. Voilà, donc c'est surtout sur ce volet un peu concertation sur lequel j'aimerais avoir plus d'infos, si c'est possible. Oui, alors je peux commencer, puis Noémie, tu peux compléter. Donc nous, c'est en cours. En fait, comme on est sur 5 réserves et qu'il y a des contextes et des échanges différents sur chacune des réserves, ça a été un peu à chacune, et le Life Nature Adapt le conseil de cette façon-là, d'adapter sa concertation. Pour certaines, ça a été des ateliers par rapport à la gestion de la réserve, donc il y a été des nouveaux ateliers propres au climat. Dans d'autres, ça a été des événements grand public. En fait, nous, on a fait à chaque réserve quelque chose d'adapté à ce qu'elle avait besoin aussi, à son rythme à elle, sur ces autres éléments, ces autres travaux de gestion qu'elle fournit. Oui, pour compléter, je pense que oui, c'est voulu par la méthode Nature Adapt d'adapter ce côté-là. C'est un point qui est assez revenu aux différentes étapes quand on s'est retrouvé entre sites tests pour faire des points où on en était. C'est vraiment quelque chose qui est revenu, la question de la concertation. Quelle concertation, quelle implication, quels acteurs, comment. Et en fait, les réponses et les conseils étaient variés, mais parce que, en effet, je pense qu'il faut vraiment adapter à chaque site. Et puis au contexte, indépendamment de cette thématique changement climatique, il y a déjà un passif, un contexte de concertation, d'implication des acteurs ou pas dans la gestion, selon le type d'espace dont on parle. Nous, on n'est pas le meilleur exemple sur le Bagnès, parce que, disons que ce n'est pas la partie dont je suis forcément la plus fière à l'issue de la démarche. On n'a pas forcément pu faire en termes de temps, de toute contrainte fait ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on avait mis en place, c'était des entretiens avec les acteurs concernés par les activités socio-économiques dans et autour du site. Donc, c'était intéressant d'avoir leur retour, mais c'était pas forcément c'est pas forcément ce dont on s'est le plus servi ensuite. Donc, je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Donc, disons que je ne donnerais pas le Bagnès comme meilleur exemple sur ce sujet-là. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui a été abordé par les différents sites tests. Donc, je pense que dans les différents retours d'expérience des autres sites et aussi dans la mise à jour du guide Nature Adapt qui va bientôt sortir, il me semble qu'il y a toute une fiche ou toute une partie dédiée à cette concertation parce qu'en effet, c'est quelque chose d'important et qui est beaucoup revenu dans les discussions. Ok, merci. Et du coup, vous n'avez pas fait appel vraiment à une méthode de concertation spécifique. C'est vous, au sein de vos structures, qui avez mené ce travail-là, en fait. D'accord, Ouais. merci. Guillaume? Oui, pardon. Juste pour compléter, j'ai pensé après, alors on vous a présenté toutes les deux la partie un peu patrimoine naturel, mais on vous a aussi parlé des pratiques de gestion et des activités humaines. Et pour la partie activité humaine face au changement climatique, c'est aussi là où c'est intéressant dans la partie diagnostic d'avoir l'avis des acteurs. Parce qu'en fonction des structures, alors nous on est des réserves, c'est particulier, ça l'est peut-être encore plus pour nous que pour vous, où vous avez une vision plus transversale, mais c'est pas forcément dans notre mission de nous exprimer à la place des éleveurs, à la place... voilà. Donc, c'est aussi à cette occasion-là qu'on peut permettre de légitimer des fois ce qu'on met dans notre diagnostic, surtout sur la partie activité humaine, d'échanger directement avec les personnes concernées. C'est tout. Merci Lou. Guillaume? Oui, moi, j'ai pas beaucoup de réponses par rapport à ces questions, mais nous, dans le projet qu'on a mené là sur la Haute-Dordogne, c'est vrai que ça prend une part énorme parce que c'était la principale crainte des élus et des acteurs. Donc, quand je parle des acteurs avec qui on a conçu ce projet, c'est la communauté de communes, 2 communes et le parc naturel qui est gestionnaire d'une réserve naturelle et qui a déjà mené un Life Nature Adapt aussi il y a quelques années. C'est la réserve de Chastré-Sancy, pour ceux qui connaissent. Voilà, et on a embarqué aussi dans ce projet 2 privés. Donc, le propriétaire du barrage, qui n'est pas EDF, hein, qui n'est pas une institution, c'est un exploitant qui possède une petite dizaine de barrages un peu partout en France. Mais voilà, donc, il est professionnel, mais ce n'est pas une énorme entreprise qui peut lâcher des millions comme ça.
Et puis la station de ski aussi, qui est gérée aujourd'hui par un privé, enfin, c'est une SEM. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on a mis vraiment en avant et c'était la principale crainte des élus, c'était OK pour vos solutions techniques, on les partage, c'est sans doute vers là qu'il faut aller. Ça, c'était assez facile en gros à faire passer parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient dépassés par les événements. Par contre, leur crainte, c'était comment on fait pour que la population et les acteurs privés soient d'accord avec nous? Donc on a mis un peu le paquet là en termes de financement dans le projet qu'on a déposé. On est parti un peu de tous les côtés avec des ateliers participatifs avec la population, avec les acteurs privés, donc voilà, les différents professionnels du secteur, hein, voilà. On a essayé aussi d'imaginer des espaces de co-construction, d'exposition, de manière peut-être à partager un diagnostic, mais voilà, en regardant et en piochant des idées à droite à gauche, mais sans avoir de retours d'expérience très, très clairs. Donc voilà, moi je serais intéressé pour une prochaine fois, pour avoir, des retours d'expérience les plus précis possibles sur, ce qui est fait pour, embarquer avec nous dans cette idée, un maximum de population. Je rajouterai un dernier truc là-dessus. Plus que l'adaptation de la concertation aux différents sites, je pense qu'il y a aussi l'adaptation à chaque étape et à chaque type de public. Par exemple, c'est tout à fait possible de faire de l'information du grand public au moment de l'analyse climatique, de faire de la concertation des acteurs socio-économiques au moment de la mise en place du diagnostic, de faire de la co-construction au moment de la stratégie, mais avec les partenaires. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet qui est assez large, qui concerne différentes étapes, différents types de publics et d'échanges, et qui est vraiment adapté sur le site, mais aussi au cours de la démarche, quoi. Pas d'autres questions? Si, Ève, même si on t'avait piqué ta question tout à l'heure. Ouais, Hélène, elle m'a piqué ma question, mais c'est toujours pareil. Non, moi, j'ai eu quand même les réponses à mes questions, notamment dans une des premières diapos, par rapport au calendrier de réalisation et du temps passé sur les différentes phases. C'était une de mes principales questions. Donc, Lou, j'aimerais bien avoir ta présentation là, parce que comme ça voilà, j'aurai ce calendrier en tête qui répond à mes questions. Après, effectivement, ouais, je rejoignais un peu le questionnement d'Hélène par rapport à la concertation et savoir si c'était plutôt les usagers qui avaient été concertés ou s'il y avait quand même eu un mix usagers, élus. Et voilà, mais j'imagine qu'effectivement, aux différentes étapes, on n'associe pas forcément les mêmes personnes. Moi, j'y voyais vraiment une opportunité d'initier la réflexion avec des usagers qui, des fois, quand ils ont le nez dans le guidon, ne se rendent pas compte que les effets sont déjà là, même si ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils sont de plus en plus prégnants. Je pense par exemple aux éleveurs, hein, je pense qu'ils se rendent compte que là, il commence à y avoir un problème. Mais de là à changer voilà, leurs habitudes, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, voilà. Et après, ouais, c'était des questions surtout de planning. Mais je serais preneuse d'avoir vos. Alors, moi, je fais étape par étape et je me dis déjà avoir la première étape qui est le dialogue de vulnérabilité avant de passer au plan d'adaptation. Donc, moi, je serais preneuse d'avoir vos documents, quoi, pour savoir justement après quel, entre guillemets, objet vous avez choisi aussi en fonction de vos sites, etc. Et après, j'ai apprécié aussi voilà, la présentation en 3 points, en fait, au niveau du diag, c'est quelle est la sensibilité de l'objet, quelle est son exposition, quelles sont ses capacités d'adaptation. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est simple, mais voilà, ça permet vraiment de guider la réflexion et en particulier aussi avec les acteurs locaux, parce que c'est simple, mais je pense que c'est assez efficace. Voilà. J'en profite pour dire, on n'a pas forcément mentionné plus en détail, sur la plateforme NatureAdapt dont je parlais tout à l'heure, il y a plein de ressources, plein de groupes d'échange, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi surtout les livrables des sites pilotes et tests, enfin presque tous les sites tests, je crois, qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous finalisés, tous complètement mis à jour, mais il y en a beaucoup. Et ça fait déjà, en plus des échanges, évidemment, il n'y a pas de souci pour répondre aux questions plus précises sur ce qu'on a mis en place, nous, sur chaque site.
ça regroupe quand même tout ce qu'on a fait. Donc, il y a tous ces éléments, quel choix on a fait, quel choix méthodo, pourquoi, sur différents sites de différents types. Voilà, n'hésitez pas, je pense, à aller voir s'il n'y a pas ce qui vous intéresse là-bas. Ouais, c'est vrai que j'avais regardé un peu aussi. Et d'ailleurs, il y a une visio cet après-midi. Oui, Donc, tout à fait, aussi. Donc, je fais ma journée changement climatique, moi. Ces webinaires, de la visio cet après-midi, là, ça fait partie des webinaires que continue de mettre en place l'équipe du Life. Donc, c'est d'autres sites, tests et pilotes qui ont participé, comme nous, à la démarche, qui présentent, un peu comme j'ai fait, mais plus en détail, je pense, avec un peu plus de temps, ce qu'ils ont fait sur leur site. Donc, cet après-midi, je crois que c'est la forêt de Soigne, il me semble, qui présente. Il y en a eu d'autres, il me semble qu'ils sont aussi en accès, en rediffusion sur la plateforme. Et je crois qu'il y en a un deuxième le mois prochain, à vérifier. Du coup, la plateforme, je ne me souviens plus parce que moi, je me suis inscrite. Il y a besoin d'une inscription dessus, en fait, ou elle est accessible à tous? C'est les groupes de discussion qui sont sur inscription, je crois, mais sinon, la plateforme en elle-même est… Il me semble qu'il faut s'inscrire, ou elle doit être en accès libre, et après, c'est mieux de faire un compte pour pouvoir s'inscrire aux différents groupes, mais il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit, quoi. Il faut juste demander l'ajout à chaque groupe. D'accord. De toute façon, concernant vos présentations, là, je vais les envoyer dans un mail à l'ensemble des participants, Eve, enfin les PowerPoint, je parle, et je remettrai du coup l'adresse du site pour ceux que ça intéresse. Angélique, tu avais une question? Moi, j'avais une question par rapport aux usagers, aux acteurs et aux élus qui étaient présents sur chacun des territoires. Est-ce que le changement climatique, c'était déjà une préoccupation lors du démarrage des projets, ou est-ce que vous avez vu une évolution des perceptions? Alors, de notre côté, c'était très, très varié. Rien que juste au niveau des élus, déjà. On avait des élus qui étaient très moteurs en amont et des élus qui ne croient toujours pas au changement climatique. Donc, c'est très variable. Oui, je pense aussi, on n'a pas forcément consulté beaucoup les élus de notre côté, mais même dans les partenaires, c'est des choses qui sont présentes, mais pas forcément toujours au même stade, au même niveau ou avec les mêmes priorités. Par exemple, il y avait une stratégie, une réflexion en cours sur la stratégie de gestion du trait de côte à côté du Bagnas, mais c'était pas forcément disons que le lien avec les espaces naturels n'était pas forcément fait non plus. Donc, c'est plusieurs stades de réflexion, de prise de conscience avec différentes priorités, je pense aussi. L'été qu'il y a eu a bien mobilisé quand même, et on a pu avoir l'écoute aussi d'un peu plus de monde suite à cet été quand même. Ok, merci. C'est fou, hein, j'allais dire malheureusement, effectivement, des étés comme le nôtre peuvent servir, comme on a eu, c'est une catastrophe, mais à côté de ça, ça aide un petit peu à sensibiliser parce que les gens se rendent compte, parce qu'ils ont le nez dedans, en fait. Maintenant, je commence toujours mes réunions en disant que c'est l'été normal qu'on aura en 2050, et j'ai des gens écoutent. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup pour Noémie et Lou? On a un timing parfait aujourd'hui, 10h32, dis donc. Non. Du coup, merci Noémie, merci Lou pour vos présentations qui étaient super. Merci à tous les participants. Je vais vous envoyer donc du coup les présentations, puis je remettrai l'adresse du site Life Nature Adapt, et si vous avez éventuellement des ressources à me faire passer, Lou et Noémie, que je pourrais rajouter dans le mail, n'hésitez pas. Voilà, si vous pouvez me les envoyer assez rapidement, je ferai le mail en début d'après-midi, ou si c'est des choses que vous avez sous la main, sinon ça peut venir après ultérieurement. Merci à tous. Et du coup, bon webinaire Nature Adapt à ceux qui participent cet après-midi pour continuer la thématique de la journée. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces présentations. Bonne journée à tous.
Ouais, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.